Je vais demander à Nicolas N, qu'on a vu tout à l'heure, de venir me rejoindre pour un chef économiste du MEDEF, pour introduire cette deuxième table ronde. On s'est quitté sur une note un peu négative en disant comment on retrouve de la croissance. Donc j'enchaîne maintenant en vous racontant comment les économistes voient cette question d'une manière macroéconomique. On a parlé d'attractivité, on a parlé d'énergie, on a parlé de plein de choses, mais d'un point de vue macro, pour s'en sortir, pour se remettre à croître fortement, parce que la France a plein d'avantages, et j'y reviendrai, il y a deux façons. Et donc les économistes du développement économique, c'est une classe à part d'économistes, ont deux manières d'inciter les pays à croître à nouveau de manière structurelle. La première, c'est de rattraper les technologies qui existent. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu la stratégie Macron qui fait venir des investisseurs étrangers, qui les attire à Versailles, etc., pour qu'ils investissent, amènent leur technologie et qu'on arrive du coup à rattraper le retard qu'on a pris un petit peu. Et il y a la méthode, peut-être par le haut, qui est d'être une économie d'innovation, d'investissement, où on se replace à la frontière technologique. Donc ça, c'est un peu la thèse de Philippe Aghion, pour ceux qui connaissent, notre récent prix Nobel d'économie, qui est de dire on va juste remplacer les vieilles technologies par de nouvelles. Alors, du coup, il y a un petit peu de destruction créatrice au passage, la fameuse dynamique schumpeterienne. Et avec ces nouvelles technologies, on va redevenir beaucoup plus compétitif. Alors, je ne reviens pas sur je vais peut-être quand même revenir là-dessus en une seconde. Parce que vous avez peut-être entendu dire que la France était toujours hyper productive, que les 35 heures, il y a eu plein d'études là-dessus pour dire qu'après les 35 heures, en fait, on était encore plus productif qu'avant. En fait, c'est pas vrai. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut se rendre compte, c'est que l'Europe, dans son ensemble, est quand même en train de décrocher depuis 5-10 ans. Enfin, en fait, depuis les années 90, l'Europe décroche des États-Unis, et depuis 5-10 ans, on décroche également de ce qui se passe en Chine. Et donc, il faut réagir. Et la France dans l'Europe décroche également. Bon, je reviens à un truc hyper pessimiste, je suis désolé. Et la Vendée, non. Et une des raisons, donc là, je reparle de mes deux façons de revenir dans la course. La première, c'est d'innover à nouveau. Et vous voyez, quand on regarde ce que font les entreprises en Europe et aux États-Unis en termes de dépenses de recherche et développement, vous voyez bien qu'en Europe, on est complètement à la traîne. Donc la courbe verte non pointillée, c'est les États-Unis hors tech, et la courbe vert pointillée, c'est les États-Unis. C'est la tech américaine, et le vert pointillé, c'est la non tech. Donc dans les deux, on est en retard, mais il y a vraiment un décalage qui s'est fait parce qu'on n'a pas su s'emparer de ces nouvelles technologies, enfin qui sont plus nouvelles parce que ça commence depuis les années 2000. L'autre point, alors j'en profite pour faire une petite incise, ces graphiques et ce diagnostic dont je vous parle aujourd'hui. Ça va faire l'objet d'une nouvelle publication du MEDEF qui sort lundi, donc je vous les montre en avant-première. Ne prenez pas de photos, etc., c'est un peu secret. Bon, en fait, je m'en fiche, mais... Donc, allez voir, parce que c'est vraiment un bouquin dans lequel on a essayé de mettre justement ces faits, ces contre-vérités par rapport à peut-être une pensée un peu commune de ce qu'était la France, la grandeur de la France passée, et où en fait, il y a eu un certain nombre de ruptures, un certain nombre de décrochages, sur lesquels il n'est pas encore trop tard d'agir. Et donc la publication esquisse des pistes de redressement. Mais voilà, c'est un peu une publication qui veut cranter le débat en amont de la séquence présidentielle, législative, etc. Le deuxième point donc, que je voulais vous illustrer là, c'est que donc on fait moins de R&D dans les entreprises. Et quand on regarde le nombre d'innovations de rupture, donc c'est des innovations, exactement ce que je vous disais avant, qui changent complètement la technologie, la manière de faire, bouleverse le doing business, ces innovations-là sont très peu situées sur le territoire européen. Ils sont beaucoup aux États-Unis et de plus en plus en Chine. Donc là, de la même façon, il y a un sursaut à avoir. Et pour faire ce sursaut, on a quand même beaucoup de force. On a un excellent écosystème d'innovation en France. Vous voyez que les chiffres, alors je vous en mets plein pour vous assommer un petit peu. Mais je pense que celui qu'il faut retenir, c'est qu'en dépit de tout ce qu'on dit, on reste la 13e puissance mondiale en termes d'innovation. Ce qu'on sait moins bien faire, finalement, c'est transformer ces innovations en production. Les faire grandir, les mettre à l'échelle. Donc on a plein de start-up, on a beaucoup moins de scale-up. On a plein d'innovations, mais elles vont se faire mettre en production plutôt dans d'autres pays. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Et donc, deux manières de faire. Déjà, juste sur l'innovation, il faut continuer de faire l'innovation, ça c'est bien. Gardons ce qui marche, le crédit d'impôt recherche, le France 3 2030, tout ça, ça fonctionne. Il faut arriver, au-delà de ça, maintenant, à faire émerger et gagner en échelle, si vous voulez, les startups. Et pour ça, je vous ai mis plein de pistes, là, comme on est un petit peu pressé, je ne vais pas toutes les faire. On pousse beaucoup aussi en européen avec le MEDEF. Il y a toute vous avez sans doute vu ce débat sur la préférence européenne, sur le Made in France, le Made in Europe, le Made with Europe. Voilà, donc on essaie de faire en sorte que la commande publique, déjà, permette à des entreprises de grandir. On essaie de faire en sorte que le marché unique soit suffisamment... Le marché unique est grand, mais il y a beaucoup de barrières. Et en fait, quand on passe une frontière européenne, il n'y a pas de droit de douane, mais juste le coût réglementaire, ça représente en moyenne plus de 100% de droits de douane. C'est énorme. Donc on essaie de travailler sur ces sujets de simplification du marché unique pour que une entreprise qui a une bonne idée en France puisse avoir un grand marché européen et la mettre à l'échelle. La deuxième idée avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, c'est que pour arriver aussi à refaire plus de croissance, on a besoin de l'industrie. Alors je sais qu'en Vendée, vous êtes un peu bénis de ce côté-là. Il y a encore beaucoup d'industries de toute taille. Mais globalement, c'est le graphique que j'ai là. En France, l'industrie a eu tendance à s'amenuiser petit à petit. Donc là, c'est vraiment sur très longue période. Vous voyez que c'est la chute libre. On a les politiques dites de l'offre ont réussi à ralentir la chute ou l'arrêter. Mais on a une sorte de plateau, là, à 10% de l'industrie dans le PIB, ce qui est vraiment insuffisant. Pourquoi c'est important ? C'est parce que l'industrie permet plein de choses. L'industrie, déjà, un emploi dans l'industrie, ça fait un peu plus d'un emploi et demi ailleurs que dans l'industrie, parce qu'il y a les services à l'industrie, il y a la logistique, enfin toute la chaîne de valeur autour de l'industrie est beaucoup plus longue. Donc, développer l'industrie, finalement, ça permet de développer beaucoup plus l'économie en général. J'aime beaucoup les services par ailleurs aussi. Mais voilà, l'industrie a un rôle central. Ça a un rôle dans l'innovation et l'adaptation de l'innovation au tissu productif. Ça a un rôle dans la souveraineté économique et l'indépendance stratégique, on le sait bien. Et ça a un rôle dans les territoires, parce que c'est l'industrie qui crée une grosse partie des emplois. Et enfin, c'est l'industrie qui permettra la transition écologique. Donc, je fais un peu de pub pour une autre publication qui est un peu plus ancienne. Et dans cette publication, vous verrez qu'on identifie un certain nombre de freins à la réindustrialisation en France. Alors, je les passe rapidement, on en a 6, mais voilà, les importants, évidemment, c'est la fiscalité et le coût du travail. On en a parlé déjà dans la table ronde précédente. On sait très bien que le coût du travail est élevé, mais surtout parce que la taxation du travail est extrêmement élevée et anormalement élevée quand on se compare avec les autres pays européens. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Il y a le travail, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de simplification administrative. Ça, le MEDEF est vraiment... vous voyez que dans les propositions qu'il y a là, on a déjà commencé à avoir gain de cause avec les annonces qu'a faites M. Macron sur ces projets d'accélération qu'il a, cette fameuse manière de faire Notre-Dame ou JO, qui a bien marché. Il a aussi proposé de redonner plus de rôle aux préfets, etc. Donc on avance sur ces sujets-là. Les autres freins, c'est l'accès aux ressources. Pour pouvoir faire de l'industrie, il faut des compétences, des ingénieurs, des techniciens, et ça, on a un petit peu du mal à les avoir en quantité suffisante. On a besoin d'énergie. Alors l'électricité, c'est bien, mais il y a un problème d'incertitude sur le prix qui perdure, surtout après l'expiration des accords, des contrats type ARENH. Et puis il y a aussi le non-électricité, il y a un reste du gaz. Voilà, donc il y a besoin de sécuriser ça. Les compétences, j'en ai parlé. Et le foncier, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure avec le ZAN, etc., qui pose plein de problèmes. Il y a besoin de beaucoup de foncier pour faire dans l'industrie. Et ça, c'est vraiment, et c'est pas du foncier qu'on recycle facilement. On a une friche industrielle, hop, on en refait une autre entreprise. Ça marche pas comme ça. Voilà. Et dernière chose, c'est qu'il faut une vision stratégique, il faut de la stabilité. Et donc, pour ça, et j'en termine avec ça, on a besoin collectivement de passer ces messages-là à nos décideurs et à nos futurs décideurs. Et c'est pourquoi j'ai mis un certain nombre de sujets qui, moi, me paraissent importants à porter. Donc, je compte sur vous pour les porter. Et je crois qu'on vous a déjà parlé de la consultation des entreprises. Je vous engage donc à la remplir, parce qu'on a vraiment besoin de faire porter nos voix. Les Français d'ailleurs expriment le besoin d'entendre la voix des entreprises. Je pense qu'on est un petit peu les derniers envers lesquels ils ont envie de se tourner, de faire confiance. Donc remplissez ce sondage, mais on essaiera de défendre tout ça à l'approche des élections.
qui arrive à grands pas. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Merci. On veut bien que vous restiez avec nous si vous voulez, mais je crois que vous avez un train. Mais vous pouvez... Ça aurait été avec plaisir, désolé. Merci beaucoup, merci. Oui, vous pouvez poser votre micro là. Donc on va continuer on va commencer cette deuxième table ronde, je vais y arriver, sur la compétitivité, l'innovation et la productivité. Alors, je vais avoir besoin de vous. Je voudrais vous faire participer. Alors vous allez voir, les moyens sont énormes. Spielberg nous envie. Non, mais je voudrais vous poser une question justement sur la compétitivité, l'attractivité, le leadership vendéen. La question est la suivante, et j'ai besoin d'avoir une réponse. Alors vous allez me dire, comment on va faire? Si vous vous levez à cette question, c'est que vous êtes d'accord avec cette question. Si vous restez assis, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Voilà, il y en a 2 qui suivent. OK. Vous comprenez ce que je vais dire? Je vais vous poser une question, et ceux qui se lèvent vont être d'accord avec cette question. D'accord? Puisque vous êtes tous des chefs d'entreprise aguerris. Je n'ai pas encore posé la question. Attends, Pierre-Emmanuel, il est au taquet. Alors, la question est la suivante. Attention, hein, on n'a pas 35 minutes. Hein. Est-ce que rester sur nos acquis vendéens, on en a parlé dans la première table ronde pour ceux qui ont suivi, nous empêche-t-il de trouver des compétences ailleurs et d'être compétitifs? Ceux qui sont d'accord avec ça se lèvent. Je répète, est-ce que rester sur nos acquis vendéens, dont on a parlé dans la première table ronde, nous empêche-t-il de trouver des compétences ailleurs et d'être compétitifs? Donc vous êtes d'accord avec ça? Si vous vous levez, c'est que vous êtes d'accord avec ça. Donc si vous êtes assis, vous n'êtes pas d'accord avec ça. On est d'accord. Est-ce que je peux passer le micro à quelqu'un qui est d'accord? Ah non, non, non. Non, mais oui, bah voilà. Au hasard. Au hasard. Pourquoi il ne faut pas qu'on reste sur nos acquis? Parce que c'est aussi ce qu'on a entendu cet après-midi. Si on reste sur nos acquis, on n'avance plus, on se fait dépasser. Et en fait, on va rater l'étape suivante, le prochain train. Donc moi, je l'avais déjà dit il y a 1 an, il faut absolument qu'on réinvente notre modèle vendéen et notre façon de faire, qu'on reste toujours sur nos valeurs, ça c'est sûr, mais surtout pas sur nos acquis, parce qu'on va se retrouver comme des vieux cons à dire c'était mieux avant. Et malheureusement, heureusement, on a la jeune génération qui va nous donner des grands coups de pied dans le derrière, mais faut se bouger. Donc les acquis, c'est bien, je serais plutôt d'avis de garder nos valeurs. C'est pas assez. Et c'est pas assez. D'accord, ça c'est pour le oui. Est-ce que quelqu'un veut répondre pour le non? Vite, vite. Non, mais il n'y a pas, on va pas... Qui veut bien? C'est des femmes, hein, je voudrais pas le dire. Hein. Pourquoi il faut pour qu'on reste sur nos acquis? Alors, au-delà de rester sur ses acquis, moi je crois qu'on ne progresse que sur ses points forts. Est-ce que vous pouvez vous lever? On peut l'applaudir. Non, mais c'est histoire qu'on voit. D'accord. Moi je crois qu'on ne progresse que sur ses points forts. Donc il ne faut surtout pas oublier où sont nos points forts pour être capable de progresser après. Si on se dit, bah non, nos acquis, ça ne nous suffit pas, puis on les oublie, on ne progresse pas. Donc en fait, vous êtes d'accord? Vous êtes toutes les... Bah oui, mais en fait, on ne peut pas être d'accord avec une question. On dit oui ou on dit non. Oui, mais c'est pour ça que je vous ai donné la parole. Donc en fait, vous êtes d'accord. Faut pas chipoter. Hein. Personne d'autre veut intervenir? Non. Si? Non. On commence la deuxième table ronde sur la compétitivité? Allez, j'appelle Jordi Bouanchot, Jade Lemaitre, Julien Pillot et Priscille Gauthier. Est-ce que tout le monde a un... alors, on va peut-être on est tous les 4, vous mettez tous les 4 à côté, puis je vais me mettre à côté de vous. Je vais m'asseoir, si ça ne vous dérange pas. Oui, c'est bon, tout le monde a un siège. Ben, très bien, parfait. Je vais me décaler un tout petit peu, juste histoire de ne pas vous tourner le dos. Hop. Oui, il y a de la lumière. Et il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid sur le plateau. Bref. Alors, je fais un petit tour de table pour vous présenter, même si je pense que pas mal de gens vous connaissent. Jordi Bouanchot, vous êtes agriculteur. On dit agriculteur engagé. Je vais vous poser la question tout à l'heure de savoir ce que c'est qu'un agriculteur engagé. Et vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises? Je n'ai pas encore dit de bêtises? Bon, très bien. Vous êtes installé depuis 2017, c'est ça? C'est les nous.
C'est ça. Sur quelle commune ? Sur les Lucs sur Boulogne. Sur les Lucs, voilà. Jade Lemaître. Jade, bonjour. Vous êtes directrice générale de Proxinov. On va parler robotique et puis évidemment innovation. Julien Pillot. Bonjour Julien. Vous êtes cofondateur notamment de Brigitte. Et on va parler de Brigitte parce qu'elle a une particularité, Brigitte. Et Priscille Gauthier. Bonjour Priscille. Vous êtes présidente du groupe Tesson, une vraie entreprise familiale. On va en parler. Ma première question est à Julien. Julien, on vous connaissait avec Stampit, basé à Nantes, si je ne m'abuse. Exactement. C'est ça. Qui a été cofondé en 2014 avec Alexandre Launay et Antoine Hainaut, pour ne pas les citer. Pionnier dans l'IA dans le secteur de l'imagerie pour l'automobile d'occasion, si j'ai bien bossé mes notes. Exactement. Et là, vous lancez Brigitte. Brigitte, on est toujours dans l'IA. C'est une assistante. Alors ça ne s'écrit pas Brigitte, comme le prénom. Ça se prononce Brigitte, mais ça ne s'écrit pas pareil. C'est pas pareil. On est sur l'assistanat IA aussi, c'est ça ? Exactement, mais de manière plus générale sur accompagner les entreprises dans l'IA à comprendre avec des cas concrets. Parce que tout le monde parle de l'IA, mais personne ne sait vraiment ce qu'on peut en faire. On traduit des emails, on rédige un petit peu, mais c'est tellement plus que ça. Et nous, on est là justement pour aider avec des choses concrètes du quotidien. Dans le milieu de l'entreprise. Dans le milieu de l'entreprise exclusivement. Et alors, la particularité, c'est que vous n'êtes plus sur Nantes. On fait plus le procès, hein. C'est terminé. Mais vous êtes, entre guillemets, revenu en Vendée. C'est ça. On a fait le choix de rester en Vendée, à Montaigu. Et on était parti à Nantes, donc on était très content d'être à Nantes, mais on était parti pas par choix, par contrainte, pour une raison simple, que le recrutement en Vendée des profils dont on avait besoin était juste impossible. D'accord. Donc là, on est vraiment dans l'attractivité. On parlait de l'attractivité tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes installé à Montaigu ? Pourquoi vous êtes revenu alors en Vendée pour Brigitte ? Parce qu'on est attaché à notre territoire, on y est bien, on y est accompagné, suivi, et on n'a plus ce besoin d'aller dans les grandes villes. D'une part, parce qu'on a une légitimité qui maintenant fait qu'on arrive à attirer des talents vers nous. Et une réalité, le marché de l'emploi dans les métiers techniques est plus celui qu'il était il y a 10 ans. À l'époque, les développeurs, les métiers techniques choisissaient l'entreprise pour laquelle ils voulaient travailler. Maintenant, notamment avec l'arrivée de l'IA, c'est beaucoup moins le cas. Parce que moi, quand on me parle de l'IA, je me dis que c'est forcément dans une métropole, dans une grande agglo. Et pas du tout, en fait. On a encore... D'où le fait que vous pensez qu'en Vendée, il pourrait y avoir... Je vais rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. On pourrait être une espèce de laboratoire d'expérimentation sur l'IA. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur l'IA en Vendée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans cette thématique-là. Ou alors, je dis des bêtises, mais vous pensez qu'on pourrait avoir une marge de progression sur cette thématique de la tech et de l'IA ? On pourrait. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans l'IA nulle part. Ah, donc, il n'y a pas d'endroits en France qui sont vraiment... Il n'y a pas de Silicon Valley de la... Même dans le monde entier, l'IA, c'est vraiment... On est au balbutiement, donc il est temps d'écrire l'histoire. Pour bosser dans l'IA et dans la tech de manière générale, il n'y a besoin que 2 choses. De l'électricité pour un ordinateur et la fibre. On a une chance extraordinaire en Vendée, c'est qu'on a Internet au débit partout. Donc... Non, pas partout. Sauf chez moi. Mais bon, ça c'est un autre problème. Pardon. Mais pratiquement partout. Pratiquement partout. Donc on peut bosser dans l'IA, dans la technologie, très facilement en Vendée, avec les avantages justement de bosser chez nous. C'est-à-dire qu'on... Vous bossez chez vous là ? Enfin, Brigitte, il y a un siège ? Oui, on fait moitié-moitié. Moitié à la maison, moitié au bureau ensemble. D'accord. Parce qu'on reste attaché au fait de se réunir malgré tout. Sur la notion de tech et d'IA, est-ce que vous pensez que... et après, je donnerai la parole aux autres, mais est-ce que vous pensez la Vendée peut être à la traîne ? Oui. On est un département très porté sur l'industrie, sur des choses concrètes, les métiers concrets qui ont du sens, et c'est très bien, c'est une force. On n'a pas une culture de la tech très très forte en Vendée, pour plein de raisons bonnes et mauvaises, et c'est pas très grave, ça s'acquiert. Et la chose importante par contre, c'est là, maintenant vraiment de s'y mettre avec ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se passer.
c'est soit on s'en empare maintenant, soit on fait les choses vraiment réellement maintenant, parce que quand on s'en rendra compte et qu'on les subira, ce sera trop tard. Parce que le domaine de l'IA, on parle de l'IA, mais c'est la tech aussi, mais on parle beaucoup de l'IA en ce moment, ça va très vite. Tous les jours, il y a un truc nouveau dans l'IA. Donc c'est pour ça que vous dites qu'il faut vraiment s'emparer du problème, ou du moins du problème aujourd'hui, pour ne pas se laisser déborder par la suite. Et très vite, c'est un euphémisme. Ce qu'on est capable de faire maintenant, j'osais même pas rêver pouvoir le faire il y a moins de 6 mois. Donc ça va à une vitesse juste extraordinaire. Alors il y a du bon et du mauvais, donc il faut savoir faire le tri. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'en emparer. Il faut tous qu'on s'en empare, essayer, pas en avoir peur et justement en prendre connaissance et se l'accaparer, quoi. Jade, sur la partie... Alors, dites-nous en quelques mots ce qu'est Proxinov, juste histoire qu'on contextualise les choses. Merci. Donc, Proxinov, nous, on est spécialiste autour de la robotique industrielle. On a 3 casquettes, celle de réseau, celle de centre technique et celle de centre de formation. En tant que réseau, on regroupe plus de 200 entreprises sur toute la France, à la fois des industriels manufacturiers qui veulent donc utiliser de la robotique, des experts de la robotique qui vont intégrer toutes les technologies chez les industriels et des fournisseurs de solutions qui font toutes les briques de Lego d'une cellule robotique. On est unique en France sur ce que nous faisons. D'accord. On est, si je peux me permettre, le phare de la robotique industrielle en France, parce qu'on est les seuls à combiner à la fois ces compétences, ce travail sur l'innovation en robotique industrielle et ces aspects de réseau qui font qu'on est un écosystème bouillonnant. Et ça veut dire qu'on vient vous voir de l'extérieur pour savoir comment vous travaillez, notamment avec les entreprises? Oui, tout à fait. Donc, à la fois, les entreprises viennent nous voir. Donc, sur la partie centre technique, nous, notre but, c'est d'aller accompagner des industriels plutôt PME, plutôt primo-accédants, ce que j'appelle, qui font de l'artisanat industriel sur tous les sujets de robotisation pour leur faire gagner de la compétitivité, de la performance, de l'attractivité, de la relocalisation de production. Bref, tous les trucs sexy qu'on a entendus ce matin. Et ensuite, sur le centre de formation, on va former de l'opérateur jusqu'au dirigeant sur des domaines plus ou moins pointus de la robotique. Et en fait, on vient nous voir de partout en France. Et d'autres plateformes techniques viennent également prendre nos bonnes pratiques pour pouvoir les diffuser dans d'autres régions. Alors, comment que ce soit en France ou en Europe. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Alors, comment ça se passe? Je suis chef d'entreprise, je viens vous voir, ou est-ce que vous potentiellement allez voir les chefs d'entreprise en disant ça serait peut-être pas mal que vous innoviez, que vous modernisiez, entre guillemets? Comment ça se passe, le lien avec le milieu de l'entreprise? Les deux, mon capitaine. Ah ben voilà. C'est important. Donc effectivement, on a des chefs d'entreprise qui viennent toquer à notre porte parce qu'ils se posent des questions, parce que ils ont entendu aussi parler de nous par un autre chef d'entreprise ou par des collaborateurs qui ont pu être formés chez nous. Et il nous arrive très souvent également de venir frapper à la porte des entreprises, en disant voilà, on a entendu parler de vous, on a vu un article sur un journal, on a vu votre site de production, on pense qu'il y a des choses à faire. Alors, quand vous toquez à la porte d'une entreprise, vous qui avez aussi une vision d'ensemble du milieu industriel aussi, comment réagissent les chefs d'entreprise? Est-ce qu'il y a une frilosité à l'innovation, à la modernisation, à la robotisation? Comment ça se passe? En Vendée, hein, bien sûr. Alors, donc c'est intéressant, parce qu'en général, quand on vient, on est plutôt bien accueilli, parce qu'on n'a rien à vendre à part notre expertise. On est neutre et tiers de confiance. On ne va pas faire la promotion d'une solution plutôt qu'une autre. Du coup, notre conseil est plutôt bien accepté, et on a cette expertise aussi technique, mais aussi sur de l'accompagnement au changement et de l'accompagnement au financement, qui fait que ça se passe plutôt bien. Par contre, ce que je vois, et c'est pas spécifique à la Vendée, mais on a quand même pas mal d'entreprises vendéennes. Vous le constatez, oui. C'est une frilosité, pas sur l'innovation, sur l'investissement en tant que tel, qui est aussi le résultat d'un manque de visibilité sur les politiques publiques, les politiques industrielles, qui font que sur des investissements qui vont être importants, parce que quand on se robotise, en fait, on ne fait pas juste une action de robotisation, on va aller transformer son process, on va aller transformer en fait la manière dont les opérateurs travaillent. Donc en fait, c'est un gros changement. Et donc ce gros changement-là, il y a aussi un coût financier. Et donc, appuyer sur le bouton pour dire « Ok, maintenant, j'ai suffisamment confiance en l'avenir pour investir », ça ne se fait pas tout de suite. Et donc, l'industrie est quand même un secteur qui est assez conservateur.
Et donc, quand on prend du coup ces deux conjonctures-là, eh ben, on voit aussi qu'effectivement, certains chefs d'entreprise sont aussi plus frileux que d'autres. Alors comment vous faites pour les rendre moins frileux? On y va à l'ouvre-boîte. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, aller à l'ouvre-boîte? Je plaisante. Non, en fait, on va aller les rassurer beaucoup. Ouais. Et c'est quelque chose qui prend du temps. On va aller les rassurer sur des aspects de financement. Donc, on a des partenaires, notamment régionaux, avec l'AMI Industrie du Futur, qui est un très, très bon outil pour aller débuter son parcours d'innovation de robotisation. On va aller les faire manipuler aussi. C'est-à-dire que quand on préconise une technologie, ça veut dire qu'ils peuvent aussi la tester. Chez nous, on est équipé d'une halle technique de plus de 1000 mètres carrés avec une quarantaine de robots différents. Donc c'est pas mal pour venir tester des choses. Et donc les robots, les systèmes de vision, les logiciels, la simulation, le jumeau numérique, de l'IA, il y a tout ce qu'il faut qui va nous permettre de tester sur les vrais produits. Donc parfois chez nous, on a des coques de bateaux, ou des huîtres, on a des cartes électroniques ou des pierres à tailler. Enfin, c'est assez large. Donc ça permet de montrer. Et donc quand on montre, on donne confiance. Et ensuite, on va aller acculturer les opérateurs notamment pour faciliter en fait l'accompagnement et faire en sorte que les plus réfractaires, parce que l'humain est réfractaire au changement. Oui. On n'y peut rien, c'est dans notre biologie, c'est dans notre cerveau, il faut l'accepter. Mais du coup, une fois qu'on l'a accepté, on a plein de méthodologies pour aller accompagner. Et donc, on fait ça notamment avec les opérateurs et leur management pour qu'ils soient moteurs de la robotisation et non pas... Subi, il ne faut pas que ce soit subi. Exactement, jamais. D'accord. Jamais. Il ne faut jamais que ce soit le projet d'une seule personne qui vient d'arriver dans l'entreprise. Jordi, agriculteur engagé, parce que c'est ça vous définissez, ça veut dire quoi? Mais un agriculteur engagé, c'est un agriculteur qui accepte de donner un peu de son temps déjà pour le collectif et qui se dit que de toute façon, on a beau être tous des chefs d'entreprise, chaque agriculteur est un chef d'entreprise sur son exploitation, mais que si on se met des œillères et si on reste chez soi, ben on ne fera pas grand-chose parce que ça a été dit depuis tout à l'heure, on vit dans un monde qui évolue de plus en plus vite. Et donc, c'est donc de plus en plus compétitif. De plus en plus compétitif ou pas, ça dépend. Mais, pas, oui. mais il faut accepter de donner un peu de son temps pour justement participer à cet élan collectif et accepter de faire évoluer un modèle plus prospère. Mais il faut le faire de manière, encore une fois, comme je dis, collective et collégiale, parce que un agriculteur engagé, c'est un agriculteur qui participera aussi à transmettre ce savoir-faire, à cultiver l'entrepreneuriat à la vendéenne pour les générations qui arrivent demain. Mais le côté collectif, est-ce que c'est un moteur à notre table ronde, s'appelle compétitivité, productivité, innovation? Est-ce que c'est indispensable, ce collectif, pour être plus compétitif, plus productif, plus innovant dans le cadre de l'agriculture, selon vous? Oui, parce que je pense que la réponse, ça ne peut pas être singulière à nos problématiques, à nos ambitions sur nos entreprises. On se doit de cultiver cette curiosité qui est celle, je pense, d'un chef d'entreprise qui réussit, c'est d'accepter d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour ensuite prendre des décisions. Mais pour prendre une décision, il faut quand même avoir identifié plusieurs hypothèses. Et après, il faut en choisir une. En tant que chef d'entreprise, c'est faire des choix. Mais avant de faire un choix, moi, je considère qu'il faut avoir la capacité à aller voir. Et donc, tout ça... Aller voir où? À l'extérieur? Dans les domaines qui me concernent dans l'agriculture, c'est forcément aller voir à l'extérieur et surtout aller voir au-delà de notre précaré, de notre exploitation. Donc forcément, on a des outils pour ça. Enfin, moi, je suis élu dans une chambre consulaire, qui est une chambre d'agriculture qui est là pour accompagner les agriculteurs justement à prendre des choix en ayant un éclaircissement sur plein de sujets. Mais on le voit, enfin... Aujourd'hui est un bel exemple avec le réchauffement climatique, avec ces pics de température qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi qu'on se questionne sur l'agriculture qu'il peut y avoir dans d'autres pays où le réchauffement climatique il est plus fort encore que ce que l'on a nous sur notre département de la Vendée, parce qu'on a un climat qui est quand même assez favorable. Quand je pense à mes collègues d'Occitanie qui eux subissent maintenant depuis de nombreuses années ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire que concrètement, pour un agriculteur, c'est quoi? C'est essayer de cultiver d'autres céréales qu'on cultive plutôt dans le sud de la France. C'est une question de béotienne, hein, pardon, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de dire on ne va pas cultiver du maïs, on va cultiver autre chose?
Eh ben, c'est accepter C'est ça l'innovation ? c'est accepter de remettre en cause notre système, parce que moi je dis souvent, enfin c'est ma grande phrase, de l'agriculture d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ne sera pas celle de demain. Il y a 5 ans, on la pouvait encore mettre cette phrase à une échelle de génération. Ouais. Aujourd'hui, c'est une échelle de mois ou d'années. Et je pense que, Ah oui, ça va aussi vite que l'IA. que moi, dans ma carrière d'agriculteur, je pense que je vivrai plusieurs agricultures différentes. Parce que tout se précipite, tout va beaucoup plus vite. Parce qu'on a différents facteurs. Forcément, on travaille avec du vivant, nos agriculteurs, donc on doit s'adapter. On l'a vu depuis ces derniers mois. Je pense que tout le monde l'a vu, ça va être le sanitaire, avec des maladies qui nous tombent dessus, mais qui sont aussi liées au réchauffement climatique, qui s'accélère et qui va de plus en plus vite. Mais ça va aussi avec l'adaptation à la nouvelle technologie, à la réglementation, parce que vous pouvez le voir aussi, les politiques aujourd'hui ont tous de grandes idées, ou même les citoyens, hein, on est tous aussi citoyens, vous avez tous aussi des fois de grandes idées pour l'agriculture, pour votre perception de votre environnement, de ce que vous voulez manger demain, Ouais, de ce que vous voulez manger demain. Mais tout ça, ça nécessite une adaptation de nos modèles, nous, agriculteurs. Comment est-ce qu'on peut s'adapter à la demande ? Et ça, c'est un vrai travail aujourd'hui intellectuel de curiosité pour les agriculteurs. Et ça, encore une fois, c'est pour ça tout à l'heure que je me suis levé aussi quand il y a eu la question. Ouais. Parce que on peut pas rester sur nos acquis. Il faut être conscient de savoir d'où l'on vient. Il faut pas oublier l'histoire, savoir pourquoi est-ce qu'on est arrivé jusque-là, être fier de nos valeurs. Ça a été redit aussi. Mais il faut accepter le changement. Le changement, il est devant nous, et si on ne l'accepte pas, on ira droit dans le mur. Parce que face à nous, on a une société qui évolue vite, on a une dégénération dont je me caractérise, la nouvelle génération qui a d'autres envies. Lesquelles Par exemple, nous, dans les jeunes agriculteurs qui arrivent, ils ont des envies sociétales de temps de travail plus faibles, de rémunération plus élevée, parce qu'ils voient les petits copains qui ont fait d'autres choix de métiers, qui ont des salaires qui sont plus adaptés à la vie, parce que le coût de la vie, on le subit aussi. Moi, je dis, je suis un agriculteur, mais je suis aussi un consommateur. Je vais faire mes courses dans une grande surface comme tout le monde. Et donc, le coût de la vie, je le subis aussi. Et donc, il est important aussi de se dire que cette nouvelle génération, elle sera beaucoup moins patiente. Et donc, elle sera beaucoup moins patiente que l'a été la génération de mes parents, parce que moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, mes parents sont agriculteurs, je suis agriculteur, et j'espère que mes enfants le seront peut-être, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, je me rends compte que je suis beaucoup moins patient qu'ont pu l'être mes parents, d'avoir passé 40 ans de leur carrière à essayer de vivoter. Ouais. Je pense que nous, la génération qu'on arrive, déjà d'une, on a de moins en moins de liens avec des parents agriculteurs. Un agriculteur sur 2 aujourd'hui qui s'installe est non issu du milieu agricole, donc ça veut dire qu'il n'a pas cet historique. D'où l'idée de cultiver un petit peu cette histoire et de lui apprendre, mais de lui laisser sa liberté et d'accepter aussi peut-être que finalement un agriculteur demain ne sera pas une carrière, mais peut-être un passage dans une carrière. Ah, on fera plusieurs métiers. Probablement. Peut-être. On va en reparler. Priscille. Alors Priscille, c'est l'entreprise familiale par excellence, on est d'accord. Tesson, 4e génération. Je crois que votre sœur est dans les ressources humaines. Votre frère a une des filiales. Pour rebondir avec ce qui vient d'être dit, vous avez quand même hérité d'un passif important. Comment on fait pour innover quand on reçoit tout ça ? Et déjà, est-ce que c'est lourd à porter ? Alors, le groupe Tesson, en effet, c'est aujourd'hui 109 ans d'histoire, d'entrepreneuriat, basé au Sable d'Olonne. En effet, entreprise 100% familiale. On est 50 actionnaires familiaux sur 4 générations. Il n'y a pas des petits soucis de temps en temps ? Non, on a cette chance-là aujourd'hui, super. Mais c'est un travail du quotidien pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, ça se travaille par la gouvernance, bien évidemment. En effet, le poids de l'histoire... Est-ce que c'est le mot, est-ce que c'est le mot poids d'ailleurs ? Pas forcément. Aujourd'hui, ça l'est quand même, mais c'est aussi une énorme chance. Et c'est comme ça que je considère aujourd'hui. Donc c'est un patrimoine dont on doit prendre soin, qu'on doit savoir transmettre. Nous ne sommes que de passage. J'estime aujourd'hui, comme toi, Jordi, dans une carrière, on peut avoir plusieurs vies, enfin plusieurs métiers, etc. Moi, aujourd'hui, je suis présidente du groupe Tesson. Demain, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Ça se transmet dans la famille et tant mieux. Et je ne parle pas de mes enfants à ce moment-là, je parle de la nouvelle génération de manière large, de tous les descendants du fondateur. Et on tient à réunir l'ensemble des branches de la famille dans cette aventure.
Donc c'est quand même un poids de l'histoire malgré tout, et on doit en prendre soin. C'est pas une contrainte. Moi, je le prends comme une force. On parlait des acquis, de nos bases. Pour moi, c'est mes piliers au quotidien. Mais j'ai aussi hérité de cette envie d'aventure, de continuer à innover dans des nouveaux métiers en 100 ans. C'est des métiers complètement différents les uns des autres, en parallèle des uns des autres. On a su arriver dans des nouveaux métiers, les quitter, en découvrir, créer des nouveaux, etc. Donc j'ai ce passif qui pour moi est vraiment cette chance-là, avoir cette volonté de se réinventer en permanence. Et la chance d'avoir la famille aussi et l'esprit entrepreneurial qu'il y a, d'aller découvrir et de faire les curieux pour aller découvrir d'autres branches. L'innovation, elle est dans l'ADN du groupe Tesson, parce que vous avez commencé. Quand on s'est eu au téléphone, vous avez dit on a commencé avec une glacière. Exactement. Donc on rappelle, pour ceux qui ne savent pas, mais peut-être les métiers du groupe Tesson, parce qu'on ne l'a pas dit ça. Alors aujourd'hui, les métiers du groupe Tesson sont très diversifiés. Je vais faire très très vite. Mais on fait dans la logistique des vins et spiritueux, donc on stocke du vin. Principalement, on en prend soin comme des grandes caves à vin. Voilà. On fait du digital, on développe des logiciels de gestion de stock, on fait du conseil en performance énergétique, des entrepôts, et on a des marais salants, c'est un parc touristique autour de la production de sel. Voilà. Les salines. Donc, plein d'activités différentes, mais en fait, il y a une histoire et on fait le lien entre chacune de ces activités. C'est un peu ça que moi, j'aime beaucoup dans notre entreprise. Voilà. C'est très bien. Je vais juste, Manon est pas là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions, Manon? Il y en a? Ah oui, il bosse quand même. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'on peut allumer le micro de Manon? Ouais, il est allumé. Une première question. Alors, une question qui est orientée du coup pour Jordi. Comment pensez-vous pouvoir réussir à attirer de jeunes agriculteurs de demain? Vous n'avez pas 4 heures, évidemment. Non, mais la question d'attractivité, elle est très importante et elle est très prégnante dans notre milieu de l'agriculture parce que, pour faire simple, les chiffres ils sont connus, mais un agriculteur sur 2 peut prétendre à la retraite dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc il va falloir renouveler. Il va falloir renouveler énormément d'agriculteurs. Et donc pour ça, il faut aller chercher ailleurs. Je vous l'ai dit, de toute façon, seuls les enfants d'agriculteurs, ça ne suffira pas. Et je pense qu'on a une vraie opportunité pour nous, justement, d'aller chercher ailleurs. Donc, l'attractivité, pour nous, c'est un enjeu clé, que ce soit en termes d'image de notre métier, de redonner une image moderne de notre métier. Parce que j'en ai un peu marre que dès qu'on parle agriculteur, on a tout de suite en tête l'agriculteur avec ses bottes, son chapeau de paille et la brouette. Non, c'est pas ça. Mon premier outil de travail, moi, tous les matins, quand je me lève, c'est mon téléphone. Et donc, il est important de le dire qu'un agriculteur, aujourd'hui, il est... à fond dans l'innovation, à fond dans la tech. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a sur ce département notre salon régional de l'agriculture, le tech élevage. Ça veut tout dire. C'est parce qu'on a autour de nous aussi des entreprises qui gravitent autour de nous, qui nous accompagnent justement sur les outils d'aide à la décision pour être de plus en plus performants. Donc, il faut qu'on attire ces générations, mais surtout, il ne faut pas leur mentir. C'est pour ça aussi que je pense qu'il faut arrêter cette sphère de dire que tout va mal. C'est un peu je dirais... Alors, je vois tout le monde faire oui, oui, oui. Ça veut dire qu'en ce moment, on est vraiment dans un écosystème où on est quand même sur du pessimisme ambiant, mais toutes catégories confondues, vraiment ou Alors moi je pense qu'en effet, quand on regarde les médias, aujourd'hui tout va mal. Et même nous, dans notre métier, je parlais que pour l'agriculture, souvent, quand on prend la parole, on met en évidence ce qui ne va pas. Alors qu'il y a quand même plein de choses qui vont bien. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le goût d'entreprendre, c'est le fait de travailler avec du vivant pour ma part, etc. Donc il faut qu'on arrive à mettre ça sur le devant de la scène. Et puis bien sûr, il y a des choses qui vont mal, mais les choses qui vont mal, il faut les accompagner et se forcer à tendre vers des solutions. Oui, c'est ça. Il ne faut pas juste rester en disant tout va mal. Il faut aller plus loin. Julien, vous disiez oui, 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 oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, à 100%. Ce pessimisme ambiant? Oui, à 100%. On aime bien. Après, c'est peut-être un peu aussi... C'est français, peut-être un peu. On aime bien s'auto-taper dessus. Dans la réalité, il y a plein de choses qui vont très bien. Justement, moi, on se dit souvent quelque chose, c'est que quand il y a des problèmes, parce que réellement il y a des problématiques,
quand on est entrepreneur, on est là pour trouver des solutions. Donc s'il y a des problèmes, justement, c'est qu'il y a du business, c'est qu'il y a des choses à faire, il y a des solutions à trouver. Et on est des gens optimistes en tant qu'entrepreneurs, et il faut garder ça, justement, trouver des solutions, aider les autres, aider le territoire, aider tout ce qu'on peut, et on est là pour ça, et soyons positifs, c'est vachement plus constructif. Oui. Manon, est-ce que vous vouliez... Non, est-ce qu'il y a une question pour Jade, par exemple? Oui. Pardon. Oui, au hasard, tout à fait au hasard. En France, les difficultés de coût élevé de la main-d'œuvre ainsi que de recrutement, sans oublier l'absentéisme, sont souvent mises en avant. Comment expliquons-nous que la robotisation et l'automatisation sont moins développées que dans des pays asiatiques? C'est une question hyper intéressante. Du coup, j'ai combien de temps? 2 minutes. Alors, effectivement, ouais, en France, tension énorme sur le recrutement. Je discutais hier avec des industriels de l'agro. Les industriels de l'agro, c'est 40% des recrutements sont sur des métiers en tension. 40%. 47%. Exact. Ouais, 50, ouais. Quoi. Voilà. Donc c'est pas mal. Ouais. Il y a aussi énormément d'absentéisme et de TMS. Pour une entreprise, le coût d'un arrêt de travail pour cause de troubles musculo-squelettiques, c'est en moyenne 21 000 euros par an. Ça, c'est du coût direct. Et on triple en coût indirect. Je gère mon absentéisme, je recrute de l'intérimaire, etc. Donc, il y a un vrai sujet. Et il y a aussi... Donc ça, c'est... Première partie de la question, on pose le constat, ça nous coûte extrêmement cher d'avoir une industrie qui est majoritairement manuelle. Et pourtant, on n'est pas robotisé. Pourquoi? 2 réponses. La première réponse, c'est que, ça fait 50 ans qu'on n'aime pas notre industrie. Ça fait 50 ans qu'on dit qu'en France, on va être un pays du tertiaire, on va être un pays du faiblesse. On a 0 politique industrielle de grande envergure sur le long terme. Donc ça c'est quand je dis sur le long terme, c'est on a un ministre de l'Industrie tous les 6 mois. Donc c'est difficile. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision sur le long terme. terme. Donc ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est aussi difficile pour les industriels d'aller se projeter sur une transformation. Ensuite, notre industrie, c'est 80% de PME et c'est 80% du coup de petites, surtout, et moyennes entreprises, qui, à cause de ce manque de vision industrielle, n'ont pas pu autant se développer que, par exemple, en Italie ou en Allemagne, qui sont des confrères européens qui sont 3 fois plus robotisés que nous. En Allemagne, le tissu industriel, c'est majoritairement des ETI qui sont restées familiales, qui ont une vision pour leur boîte à 50 ans et qui ont mis en place les garde-fous pour rester aux commandes et pour pouvoir aller investir sur leur entreprise. En France, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu cette culture. Et du coup, ça fait un dommage assez net sur la capacité de nos entrepreneurs industriels à se projeter sur le futur, à aller investir et à avoir confiance. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Avoir de l'ambition sur le long terme. Okay. C'est surtout ça. C'est accompagner nos PME industrielles dans la croissance et aussi avoir des politiques industrielles qui soient stables sur les 10-15 prochaines années. D'accord. Voilà. Et ça, c'est un début. C'est-à-dire que comme ça fait 50 ans qu'on est en train de tout casser en industrie, ça, c'est un début qui va nous permettre de remonter. On entend régulièrement des chiffres comme quoi c'est génial, en France, on est sur un boom industriel, on a plus d'ouverture d'usines que de fermeture. On oublie qu'en fait, quand on ferme une usine, c'est des centaines d'emplois qui sont perdus. Oui. Quand on en ouvre, c'est quelques dizaines d'emplois qui sont gagnés. Et en fait, quand on regarde l'emploi industriel, l'année dernière, on a perdu 20 000 emplois industriels en France. D'accord. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Si on s'en saisit pas maintenant pour aider à transformer l'industrie, automatiser, robotiser, c'est pas juste la robotisation, c'est aussi le lean, la digitalisation. C'est monter en maturité notre tissu industriel. D'accord. On n'y arrivera pas. Et donc Proxinov, on œuvre à ça. On reste une petite structure et il ne faut pas qu'on soit tout seul. Oui, donc il faut encore ces liens, cette communauté, ce côté collectif pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et ça veut dire des grandes décisions qui viennent d'en haut et qui donnent un cap clair et pérenne. Oui. Priscille, je vais être cash. Est-ce que c'est innover que de reprendre les salines depuis 2021? Tout le monde sait ce que c'est que les salines? Donc, non, oui. Les salines, c'est le fameux parc touristique autour de la production de sel dont je parlais tout à l'heure.
c'est pas de l'innovation technologique, ça c'est certain. Notre métier, c'est d'aller récolter le sel à la main, avec les brouettes en bois toujours, et faire en sorte que... on est météo dépendant, bien évidemment, mais on n'a pas tout à fait les mêmes enjeux qu'aujourd'hui. Oui. Notre ambition, en reprenant le parc des Salines... C'est un site touristique aussi. C'est un site touristique. Oui. On accueille 40 000 visiteurs par an, et en fait, la production de sel, c'est l'outil de démonstration pour prouver à nos visiteurs qu'on peut produire sans détruire. On est dans une zone Natura 2000 et c'est un élément aussi de préservation du patrimoine culturel des Sables d'Olonne qui s'est développé il y a très longtemps grâce à la production de sel. Et le groupe Tesson ayant développé la production de froid, le froid ayant remplacé le sel dans la préservation des aliments, on trouvait que c'était un beau clin d'œil à notre histoire que d'essayer de préserver ce patrimoine-là. Donc, l'innovation, comme je disais, elle n'est pas technologique à ce moment-là. Par contre, ça a été l'élément le plus marquant dans notre engagement dans la démarche RSE pour le groupe. Nous cherchions une façon de nous engager, mais un peu différente. Et moi, j'avais à cœur d'engager l'ensemble des collaborateurs, en partant du principe qu'un collaborateur sensibilisé est égal une famille sensibilisée, est égal des entreprises sensibilisées autour de nous. Et c'est comme ça qu'on crée un écosystème sensibilisé. Donc, l'idée, c'était pas de... acheter une forêt, planter une forêt à l'autre bout du monde, faire ça dans ni construire des éoliennes au siège. J'avais besoin, pour ma part, de choses de beaucoup plus palpables, concret pour moi, pour mes collaborateurs, comme je le disais. Et j'ai eu cette opportunité de reprendre ce parc qui allait être vendu, le fondateur souhaitant partir à la retraite. Il y a 5 ans. Pour que ce parc ne ferme pas et qu'on continue à accueillir tous ces enfants chaque année, on a décidé de s'organiser pour reprendre. Et on le voit aujourd'hui au quotidien, notre façon de parler de RSE dans l'entreprise. On voit nos collaborateurs qui sont à Bordeaux dans la logistique des vins et spiritueux tellement heureux de venir découvrir le parc, avoir leur sachet de sel chaque année. Et ça, on l'explique aussi, ils le savent, ce sont leurs collègues qui sont en train de récolter le sel, ce sont leurs collègues qui parlent de la production de sel, de cette histoire, de cette culture. Et voilà, ils sont fiers de pouvoir se dire appartenir à un groupe qui aujourd'hui reste familial, qui reste droit avec ses valeurs et qu'on arrive à les concrétiser au quotidien. C'est la question du sens en fait dans le travail qui touche. Est-ce que ça va avec l'innovation, la compétitivité, la productivité, la notion de sens? On sait qu'aujourd'hui la nouvelle génération, ils ont besoin de savoir pourquoi ils bossent. Nous aussi, on a besoin. Oui. Vous n'êtes pas si vieille, Priscille. Non. Mais c'est indispensable. Nous, on s'est fixé comme ambition une feuille de route pour que le groupe Tesson participe à transmettre aux futures générations ce que j'appelle un monde plus exaltant, un monde plus désirable, qui donne envie. On parle justement aujourd'hui de tout ce qui va pas bien. Et moi, je pense, comme vous venez de le dire, tout ce qui va bien et tout ce qu'on doit développer. Et donc, cette notion de donner du sens tout en restant... en faisant fructifier le travail de nos collaborateurs, parce que c'est aussi ça, c'est pas du mécénat non plus. Hein. On a cette nécessité de pérenniser nos entreprises. C'est donner du sens tout en travaillant cette notion de rentabilité, de pérennité, de robustesse de nos entreprises, qui fait sens aussi et qui permet d'engager nos équipes dans cette démarche. Merci Priscille. Manon, est-ce qu'il y a une question pour Julien? Parce que je trouve qu'il n'a pas beaucoup bossé. Alors Julien, le domaine de l'IA et de la tech est très peu développé en Vendée comme en France. Quels sont les facteurs clés de succès et surtout les actions concrètes à mettre en œuvre pour faire germer la Silicon Vendée? Oh, jeu de mots. Oui, c'est une bonne question. C'est à la fois peu développé et à la fois extrêmement développé. Il n'y a pas une start-up mondiale à succès où il n'y a pas des Français qui sont
en partie la raison de ce succès. Ah oui. On a parmi les meilleurs ingénieurs au monde. On est des entrepreneurs. On est extrêmement reconnus dans la tech. Mais encore une fois, on ne l'est pas forcément en interne. Alors Mais on ne l'est pour pas plein de forcément raisons. chez nous, en fait. On l'est plus On à l'est- l'extérieur on l'est que dans extérieur. notre territoire. Et je pense que c'est une question de culture. C'est-à-dire Les meilleurs, on peut le dire dans la tech, c'est les Américains, c'est connu, reconnu. Les Chinois commencent à le devenir de façon extraordinaire. Très différemment, eux, ils sont soutenus par l'État, c'est une volonté très étatique d'aller très vite. Les Américains, c'est culturel, c'est la d'aller création, vite. oui, c'est ça. Voilà. Ce qu'on n'a pas chez nous pour diverses raisons, raisons réglementaires, raisons culturelles. Quand vous dites raison culturelle, ça veut dire quoi? On n'a pas cette... on est trop bavard, on est trop... Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas forcément assez fiers de nous, on n'est pas forcément Positivement c'est fiers de positif, nous. Ouais, voilà. c'est ça. Et cette culture de faire de l'argent, d'y aller, d'avoir du business, comme disait tout à l'heure l'économiste, on est très bon pour faire des devis, pour trouver des idées, mais on est très mauvais pour les mettre en production. Absolument. Et c'est exactement ça. Et est-ce que je tire le fil? Est-ce qu'en Vendée, on ne pourrait pas jouer une carte là-dessus? Parce qu'on a le côté quand même débrouillard, on n'attend pas que ça se passe. Je prends l'exemple de Patrick Rangard tout à l'heure. Enfin, il y a ce côté quand même, on fait quand même. Si, bien sûr, je pense. Et en travaillant ensemble, en utilisant ce qui a réussi justement, que ce soit dans l'industrie ou dans d'autres métiers, en utilisant justement ce patrimoine de réussite pour la tech, en travaillant ensemble, bien sûr, je pense qu'on peut le reproduire et faire de grandes choses. Est-ce que dans le milieu de la tech et de l'IA, ou même dans vos milieux à tous, est-ce que le fait d'être vendéen, ça fait une différence? Ou ils disent, oh, encore des vendéens? Non, mais je ne sais pas. Jade, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée du vendéen? Je ne suis pas vendéenne, désolée. Non, mais on vous excuse. Ouais, merci. On vous pardonne. Là, je suis vendéenne d'adoption depuis 4 ans et du coup c'est intéressant parce que j'ai déménagé 18 fois dans ma vie et du coup j'ai vu beaucoup d'écosystèmes différents. Et ce que je vois, c'est qu'ici être vendéen, c'est important pour le local. C'est-à-dire dire qu'on est implanté en Vendée, qu'on a des collaborateurs qui sont vendéens, qu'on connaît le tissu local, on connaît les enjeux, les problématiques des industriels. On connaît aussi le faire vendéen, le travailler en écosystème, se serrer les coudes pour pouvoir avancer, pour pouvoir encore être le plus fort ensemble. collectif, le milieu associatif. Ça rassure. Et je pense que fondamentalement, la manière dont Proxinov est né, c'est-à-dire demande des industriels, soutien de l'agglomération de La Roche, soutien de la région, et ensuite coopération très forte entre les industriels pour faire naître ce projet, cette plateforme, c'est fondamentalement vendéen. Et en fait, c'est au final au cœur de notre ADN. Et donc on le diffuse aussi dans d'autres écosystèmes. Est-ce que vous avez la possibilité de le diffuser à l'extérieur? Oui. On le voit typiquement, on s'est implanté en Normandie depuis 2 ans. Et en fait, cette manière de faire qui nous est propre à nous, ici, et qui fait le succès des projets ici, on l'exporte en Normandie dans un écosystème où en fait ils n'ont pas du tout l'habitude de ces éléments de coopération très forts. Donc c'est hyper intéressant pour nous déjà de voir que effectivement ce n'est pas pareil dans toutes les régions et de voir comment est-ce qu'on peut réussir à greffer, transposer cette manière de faire, de penser collectif dans d'autres écosystèmes. Priscille, je voulais réagir. Oui, pour l'expérimenter aujourd'hui sur la région bordelaise, où la culture n'est pas la même. Ah, pas du tout. Voilà. Où c'est un milieu qui est assez bordelais et dans le vin, dans la filière vin. C'est la complète jambon. Voilà. Aujourd'hui, justement, dans cette période où il est indispensable de créer des partenariats, des rapprochements, travailler en collectif, notamment sur la filière vin qui aujourd'hui est complètement chamboulée, bien évidemment. Le fait d'arriver et d'exposer la culture vendéenne, moi je le vois comme un atout, puisqu'ils sont très méfiants. Il y a beaucoup de défiance des uns et des autres, des prestataires bordelais. Ils parlent entre eux, mais c'est un microcosme très... finalement, il y a énormément de concurrence et de défiance, et ils ne vont pas jusqu'au bout de la relation. Et d'arriver avec cette proposition de valeur, j'ai envie de dire, à la vendéenne, permet d'apporter un regard un peu différent. Et donc la relation, elle se crée un peu différemment, et ils sont très curieux de découvrir comment on peut travailler sur le long terme, en collaboratif, sans se tirer dans les pattes, mais justement à se porter ensemble vers des nouveaux projets, des projets qui peuvent être des projets industriels. Et ça, c'est vendéen.
Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, comme je l'exprime avec mes interlocuteurs, c'est ce que je peux constater, c'est qu'ils sont très intéressés et ces valeurs vendéennes, elles sont connues de l'extérieur. Et donc, en fait, ça les rassure parce qu'ils savent que c'est notre façon de faire. D'accord. Voilà. Donc il y a une sorte de tampon vendéen en disant que le travail sera bien fait. Le travail, j'exagère, mais... Non, mais on peut travailler en confiance. Oui, c'est plutôt ça. Ouais. C'est que les Vendéens ont l'habitude de travailler en collectif, les uns avec les autres, Ouais. pas se tirer dans les pattes. Et donc, en fait, on peut essayer avec les Vendéens et pas avec d'autres Bordelais, par exemple. Julien, je veux dire... Oui, c'est exactement ça. Même dans la tech, le Vendéen est reconnu pour être quelqu'un de travailleur, Bosseur. Ouais. bosseur et quelqu'un sur qui on peut compter. D'accord. Et, Il a des défauts quand même, on est d'accord. Pas trouvé pour l'instant. Ah là là, ils ont été bien choisis. Hein. Est-ce qu'il y a une toute dernière question ? On ne pourra pas toutes les passer. Je suis désolée. Après, vous pourrez discuter. Ça veut dire qu'on sera très occupé pendant le cocktail après. Après, vous n'aurez pas le temps de boire. Manon, une dernière question, puis après, on va faire une petite pause. Alors, une petite question. Collective, générale ou pas enfin... Alors. Non, ça va être plus axé là sur agriculture. Ah oui, ben Jordi n'avait pas parlé. Voilà. Innovation en agriculture, quel sujet clé dans les 10 ans ? Ah oui, ça, je pense Ah que ben tout le ouais, monde peut on le peut, faire mais dans très son vite domaine alors. d'activité. Très vite. Ben, les sujets clés, c'est sur les sujets sur lesquels on est de plus en plus challengés, nous, l'agriculture, c'est que forcément on est challengé sur la souveraineté alimentaire. On a la chance en France de pouvoir avoir le ventre plein 3 fois par jour, matin, midi et soir. Oui, c'est vrai. Pour autant, attention, on peut le voir, ça peut vite basculer à l'inverse à travers les différentes crises, le climat, le sanitaire, le contexte géopolitique. L'alimentation est aussi gage de paix, donc il faut qu'on y soit conscient. Mais on est aussi challengé sur plein de choses, les enjeux de transition énergétique, c'était dit tout à l'heure, et on a des entreprises... Enfin, l'agriculture est un vrai terrain de jeu aujourd'hui sur plein de sujets, l'énergie, sur l'eau, exactement, l'environnement. On se doit de préserver notre environnement, qui est aussi un environnement de chaque citoyen. Donc les enjeux, ils sont multiples, et l'innovation, il faudra qu'elle soit présente partout, parce que comme je l'ai dit, on aura besoin d'être accompagné, parce qu'on ne peut pas être bon partout. Un agriculteur, c'est un chef d'entreprise qui doit être sur son exploitation à gérer du vivant, mais aussi à plein d'autres missions. Et donc, il est important de pouvoir être accompagné, ou au moins d'avoir conscience d'aller chercher l'information lorsqu'on ne l'a pas. Priscille, la même question dans votre secteur, très vite aussi. Ça dépend des secteurs, mais aujourd'hui, l'IA, nous, c'est un enjeu fort pour continuer à travailler notre productivité, quels que soient nos métiers. On l'introduit dans nos différentes activités. Pas encore les salines, mais on va y réfléchir. Mais voilà, dans nos métiers de service, parce que c'est vraiment là, il faut que ça soit de l'IA applicative, vraiment. Voilà. Mais ouais, c'est notre enjeu aujourd'hui. Comment réussir à l'intégrer sans faire peur et en étant sécurisé. Jade. Du coup, je vais être hyper originale. Je vais aussi dire l'intelligence artificielle, mais c'est un vrai enjeu. En fait, avec un petit twist, parce qu'en fait, c'est pas tant l'intelligence artificielle qui est un enjeu, c'est l'utilisation d'une intelligence artificielle éthique, souveraine, sécurisée, dans des applications, parce qu'en fait, l'industrie, on va toucher à tout ce que la France va produire, et donc si c'est pas sécurisé, il y a des vrais enjeux de sécurité, mais voilà, il y a des experts cyber dans la salle, ils en parleront beaucoup plus que moi. Mais il y a des vrais enjeux sur la sécurité, cybersécurité et sur la souveraineté des technologies qu'on utilise. On n'a pas suffisamment, je pense, parlé du côté d'innovation, du fait qu'on puisse créer des vraies filières d'innovation avec des vrais outils qui soient français, notamment en intelligence artificielle. On ne soutient pas suffisamment nos pépites françaises. Elles ne sont pas suffisamment utilisées et du coup on ouvre la porte et on donne nos données à des entreprises qui sont américaines et chinoises dans un contexte géopolitique qui est extrêmement tendu. Donc il faut qu'on en prenne conscience. Également prendre conscience sur l'environnement aussi du coût de nos actions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle est un outil merveilleux, mais il n'est pas magique, il a un coût environnemental et social. Absolument. Julien, pour conclure ? Alors moi, je vais faire original. Non, je vais rester dans l'IA aussi. Pour moi, c'est arrêtons de subir et emparons-nous. Il faut que tout le monde s'empare de ce sujet-là.
c'est une révolution qui arrive à une vitesse folle. On ne sait pas où on va. On ira là où on veut aller. Laissons pas les Chinois et les Américains décider pour nous. C'est à nous de nous en emparer, à nous de trouver nos usages, à nous d'en faire quelque chose de réel, de concret, de positif. Merci à tous les quatre. Vous pouvez les applaudir. Et merci pour vos questions. On n'a pas pu tout passer. Alors, on va faire une petite pause, mais avant, on a une petite surprise en fait. On a une vidéo de Frédéric Mazella. Vous connaissez tous Frédéric Mazella, Blablacar. Eh bien, Frédéric, il nous a envoyé une petite vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Alors je m'excuse, je ne peux pas être là avec vous aujourd'hui, j'aurais bien aimé. Je suis à Vivatech là ces jours-ci à Paris. Alors je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous aujourd'hui, d'autant plus que vous le savez peut-être, je suis vendéen. D'ailleurs j'ai mon polo du Vendée Globe aujourd'hui. Alors la Vendée c'est un territoire que je trouve remarquable, son dynamisme économique, sa diversité d'activités, son esprit entrepreneurial et sa capacité à faire ensemble en font l'un des territoires quand même les plus inspirants de France, en tout cas c'est mon point de vue. Et ce qui me frappe toujours, c'est cette combinaison assez rare entre l'ambition et l'humilité en Vendée. Ici, on n'a pas forcément besoin de faire beaucoup de bruit pour accomplir des grandes choses. Et si je reprends le parallèle avec Blablacar, mais quand on s'est lancé, quand on a commencé à parler de faire voyager des parfaits inconnus dans une même voiture, beaucoup nous ont dit que ce ne serait pas possible, tout simplement, que ça ne fonctionnerait jamais. Et aujourd'hui, plus de 100 millions de voyageurs utilisent la plateforme. Et comme quoi les idées qui paraissent parfois improbables, aujourd'hui, peuvent devenir des réussites de demain. Alors mon message justement aux entrepreneurs vendéens, il est simple, c'est de continuer à innover, continuer à oser, continuer à transmettre, à voir loin, préserver ce qui fait la force de ce territoire, l'engagement, la solidarité, l'esprit d'initiative et la vision long terme, tout en continuant à conquérir de nouveaux horizons. Et je voulais aussi vous dire que la semaine prochaine, eh bien, je serai justement en Vendée au Sable d'Olonne pour le mastermind annuel que j'y organise. Je réunis une quarantaine d'entrepreneurs pendant 48 heures pour qu'on réfléchisse ensemble aux meilleures manières de faire grandir nos sociétés, de les faire passer à l'échelle. Ça s'appelle l'APA du bien et ça se passe vendredi et samedi la semaine prochaine. Il nous reste 2 ou 3 places, c'est pour ça que je vous en parle. Donc si cette expérience vous intéresse avec d'autres entrepreneurs, eh bien n'hésitez pas à en parler avec Samuel qui nous mettra en contact. Voilà, merci en tout cas au MEDEF Vendée pour son engagement au service des entreprises et très très belle réussite à vous toutes. Ah voilà, à vous tous. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il avait le petit polo avec le logo Vendée Globe sur le cœur. Voilà, on se fait une petite pause.